Bonjour, je vais vous corriger l'exercice numéro 41 de la page 168 du livre Attier de première spécialité physique-chimie du chapitre 7 synthèse organique. On vous propose la synthèse de la mentone. Donc vous voyez ce suffixe on nous indique que c'est une cétone, comme nous l'avons vu au chapitre précédent. Et on synthétise cette mentone à partir d'un alcool qui est le menthol, suffixe ol, du coup un alcool. Souvent, au lieu de parler de menthol, je dirais un alcool, l'alcool, et pour dire la mentone, je dirais l'acétone, qui sont deux mots plus faciles à distinguer que mentone et menthol. On vous dit qu'on fabrique cette mentone, cette cétone, à partir de l'oxydation d'un alcool. C'est une méthode de synthèse classique pour les cétones. On oxyde un alcool. C'est oxydé dans le sens où on l'a vu dans le chapitre 2 ou 3, quand on parlait d'oxydoréduction. D'ailleurs, là, on va utiliser un oxydant qu'on avait vu lors de ce chapitre, qui est le permanganate de potassium. On vous donne la stoichiométrie de la réaction. Première question, schématiser et légender le montage utilisé pour le chauffage à reflux. Question classique, montage à reflux, on doit parler du chauffage et de ce qui permet le reflux, c'est-à-dire le réfrigérant à boule. Deuxième question, quel est le réactif en excès? Réactif en excès, c'est la même question que si on vous demande quel est le réactif limitant. C'est celui qui n'est pas en excès, c'est celui qui est limitant. Celui qui n'est pas limitant, c'est celui qui est en excès. Donc pour ça, quoi qu'il arrive, il faut faire un tableau d'avancement, surtout si, comme dans ce cas-là, vous avez une stoichiométrie particulière. Si vous avez stoichiométrie 1, 1, bon, il n'y a pas besoin de tableau d'avancement. Mais si vous avez, par exemple ici 2, 5, ben, vaut mieux faire un tableau d'avancement. Donc là, dans le tableau d'avancement, on va chercher le réactif. Donc les réactifs sont de ce côté. Ici, c'est parce qu'on nous dit que ça se fait... je vais vous mettre en rouge. Ça, c'est parce qu'on nous dit que ça se fait en milieu acide. Vous vous souvenez, pour équilibrer la demi-équation électronique, on utilisait des H+, il faut les prendre de quelque part, des H3 ou plus. Donc c'est milieu acide et on vous dit déjà que c'est en excès. Mais ce n'est pas un réactif, c'est la condition du milieu. Donc quand on cherche le réactif limitant ou le réactif en excès, on cherche le réactif pour lequel le Xmax est le plus petit, ou le Xmax est le plus grand. Donc il faut qu'on trouve à chaque fois les Xmax. Donc pour ici, pour le permanganate, on va avoir Xmax égale N2 sur 2. Donc on va chercher la quantité de matière initiale de permanganate et la diviser par 2 et on aura le Xmax. Donc là, si le permanganate c'est une solution, on regarde dans l'énoncé, on nous donne la concentration et le volume, et du coup on peut trouver la quantité de matière. Et on trouve 1,0 fois 10 moins 2 mol. Toujours aussi difficile d'écrire sur ça. Pour l'alcool, Xmax sera égal à la quantité initiale, donc N1, divisé par 5. Dans le cas de l'alcool, on nous donne une masse, donc ça va être M1 pour trouver la quantité de matière divisé par la masse molaire, et le tout divisé par 5. Et là, on trouve 3,0 fois 10 moins 2 mol. Comme point. Donc, on voit bien que Xmax pour l'alcool est plus grand que le Xmax pour le permanganate. Donc, ça sera l'alcool qui sera en excès. Donc, le permanganate qui sera le réactif limitant. Donc, en excès, c'est l'alcool. Deuxième question, indiquez l'état physique de la mentone à 20 degrés. 20 degrés Celsius, c'est plus grand que... Alors, je me suis embêtée. C'est plus grand que moins 6,5 degrés Celsius. Donc, je regarde ici, la mentone. Donc, si c'est plus grand que la température de fusion, alors on est sûr que c'est au moins liquide. Mais c'est aussi plus petit que 209. Donc, c'est plus petit que la température d'ébullition. Donc, la mentone sera à l'état liquide. Proposer une méthode pour extraire la mentone, on peut voir que entre 4 degrés et moins 6, entre moins 6 degrés Celsius et 4 degrés,
on a une différence d'état physique entre l'alcool et l'acétone. On remarquera que dans cet intervalle de température, l'alcool sera solide alors que l'acétone sera liquide. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire cristalliser, se solidifier l'alcool et récupérer la menthone qui restera liquide. Et dans ces cas-là, on fait une filtration. Dans le filtre, une filtration à froid, hein, dans le filtre restera l'alcool et la menthone sera dans le filtre à la partie liquide. Question 3, on en est à l'identification. Enfin, en tout cas, on veut avoir une idée de comment on a réussi notre synthèse et on nous montre une chromatographie. Les deux premières parties de la chromatographie, c'est la référence. Donc, au début, on met notre réactif. Donc, dépôt A, c'est notre réactif. Dépôt B, c'est le produit de référence qu'on cherchait à avoir, l'acétone, mais pure, celle du commerce. Donc, hop, je fais un dépôt pour pouvoir comparer. Et C, c'est le produit que j'obtiens. Première remarque, on remarque qu'on a bien synthétisé le bon produit. Parce que sur la ligne du produit de référence, j'ai une tâche. Une tâche. Mais que ce produit n'est pas pur parce que sur une même colonne, enfin sur une même ligne verticale, j'ai deux tâches. Et je peux identifier cette impureté, parce que cette impureté correspond au réactif. Donc, le produit n'est pas pur. Le produit n'est pas pur. Question 2A. Question 2B. Quelle masse de menthone peut-on espérer au maximum? Donc là, il faut reprendre le tableau d'avancement. On peut voir quelle est la quantité de matière de menthone qu'on peut espérer au maximum. Donc la quantité de matière de menthone, si on reprenait le tableau d'avancement, on verrait que à la fin, dans le tableau d'avancement, pour la menthone, on avait 5 X max. D'accord? X max c'était celui du permanganate, donc c'était 5,0 fois 10 moins 5 fois 10 moins 2 mol. Si je cherche la masse, donc pour avoir la masse, je vais multiplier par la masse molaire et je trouve 7,7 grammes. Arrêtez d'écrire en rouge. Comparer cette masse à la masse théorique, donc non, ça c'est la masse théorique, surtout à la masse obtenue expérimentalement. On obtient, expérimentalement, on a obtenu 8 grammes. Et pourtant, on nous dit qu'au maximum, je pourrais avoir 7,7 grammes. Bon, on se dit qu'il y a peut-être une erreur, mais en fait, il faut se rappeler qu'on fait quelque chose d'expérimental. C'est pas parfait. Donc ça peut être plus grand, ça peut être plus petit, il y a toujours une explication. Là, on obtient quelque chose de plus grand que ce qu'on devrait avoir, c'est totalement cohérent avec ce qu'on a vu ici. Hein. On a vu qu'on avait un mélange, donc on avait réussi à synthétiser, mais on a aussi d'autres choses. Cette chose qu'on a en plus, ça rajoute de la masse, forcément. Alors, est-ce qu'il est judicieux de calculer le rendement? À ce moment-là, non, parce que 8 divisé par 7, c'est plus grand que 1, donc on aurait un rendement plus grand que 100%, ce n'est pas possible. Donc on devrait peut-être purifier avant de calculer le rendement. On analyse ce produit en infrarouge, la spectroscopie infrarouge que vous avez vu au chapitre 6. Que se passe-t-il? Que voit-on si le produit est impur? Si le produit est impur, on connaît la nature des impuretés grâce à la chromatographie sur couche mince. Donc si le produit est impur, on va avoir en spectro les bandes qui correspondent au carbonyle de l'acétone, mais aussi la bande qui correspond à la liaison. Alors je vais les faire en rouge, les liaisons qu'on voit en infrarouge. Hop. La liaison qui correspond à la liaison OH. Et vous vous souvenez, c'était une large bande du côté de 3000. Ça, c'était une bande fine à 1700. Ça, c'est si il est impur. Et parce qu'on connaît l'impureté. S'il est pur, celle-ci, elle disparaît. D'accord? Parce que s'il est pur, j'ai que la fine bande pour la carbonyle et en plus celle de la cétone. Comme ça, on pourra distinguer cétone de aldéhyde. Question 5. Proposer une méthode pour purifier le produit. Alors, pour purifier le produit, alors moi je vais vous détailler une méthode qui est la méthode utilisée en laboratoire.
On n'utilise pas, ben, c'est celle qu'on utilise la plupart du temps. Et ça s'appelle la chromatographie sur colonne. Donc vous connaissiez la chromatographie sur couche mince, donc c'est-à-dire qu'on fait un dépôt d'un mélange, on laisse la plaque tremper, entre guillemets, dans un solvant, on laisse le solvant monter, migrer le long de la plaque et emporter les taches. Si l'espèce chimique a beaucoup d'affinité avec le solvant et moins avec le sable qui est sur la plaque, eh ben ça va monter vite. Si l'espèce chimique a moins d'affinité avec le solvant qu'une autre, ben, elle va monter moins vite, elle va plus rester accrochée au sable. D'accord? Et c'est ça qui va faire qu'on arrive à les séparer alors qu'elles étaient mélangées à la base. Et bien là, c'est exactement la même chose. Au lieu d'avoir une plaque, on a un tuyau, une colonne, un tuyau en verre rempli de sable. D'accord? On achète du sable, hop, on met du sable. Enfin, c'est un sable un peu le même que ce qu'il y a sur la plaque, hein, un sable fin, pour la chimie. Voilà. Pareil, on a un solvant, un éluant, on appelle ça. Hop. Au lieu de le laisser monter le long de la plaque, en fait, on le verse, on le fait rentrer ici, par le haut, on le verse en continu, et du coup, il traverse le sable en continu. On le verse en continu, et ce qui se passe, je ne peux pas vous envoyer, donc là, ici en vert, on a notre mélange, et ce qui se passe, c'est exactement la même chose. Les produits qui ont beaucoup d'affinité, eh ben, ils vont aller, beaucoup d'affinité avec l'éluant, ils vont aller plus vite, et ils vont tomber plus vite dans le bécher. Voilà, ici, vous voyez, le jaune est tombé plus vite parce qu'il est parti plus vite avec le solvant. Vous voyez, le solvant, il traverse la colonne et il tombe, hein, hop, et il emporte les différentes taches. Et à chaque fois, là, vous voyez, quand j'ai récupéré tout le produit jaune, et ben, je continue, je vois la tache bleue. Alors, quand c'est coloré, on le voit bien, c'est joli. Je vois la tache bleue. Et en fait, ce que je fais, c'est que je vais extraire, je vais enlever, je vais mettre ensemble tous les béchers qui contiennent du jaune. Et après, je m'arrête et je prends les béchers qui contiennent le bleu. Je les rassemble, j'évapore l'éluant, j'évapore le solvant, et du coup, je récupère juste les espèces chimiques jaunes, juste les espèces chimiques bleues. Si ce ne sont pas des espèces colorées, qui est la majeure partie des cas, en fait, on prend, à chaque fois, on fait une CCM, une chromatographie sur couche mince de chacun des béchers. D'accord? On fait des petits hop, et on sait lesquels on doit rassembler ou pas. Mais voilà, ça permet de séparer. Dans le corrigé, il vous propose de faire une filtration à froid, de séparer, pardon, de séparer grâce à la méthode que vous aviez évoquée à la question que je vous ai évoquée, à la question 2. Oui, c'est ça, à la question 2. 2B. Ah non. Oui, bon. Ben voilà, c'est ce que je vous ai évoqué à la question 2B. À la question 2B, j'aurais pu aussi dire que pour... je vais le remettre parce que j'ai oublié de lire toutes mes notes. À la question 2B, qui était par ici, proposer une technique pour extraire la menthone. Dans notre ballon, en fait, il nous reste l'alcool, on a notre cétone, on a des ions, manganèse, de l'eau, et des ions responsables de l'acidité H3O+. Ce qu'on peut faire, c'est, pour extraire la menthone, on peut extraire par solvant. Alors vous me direz, on pourrait prendre de l'eau. Le problème, c'est que ce solvant, ça ne peut pas être de l'eau. On peut déjà on peut extraire déjà avec de l'eau, hein, avec de l'eau salée, et tout ça, boum, ça part. Les ions, c'est soluble dans l'eau, et là, on arrive à enlever ça. On pourrait, si c'était des petites molécules, rien qu'avec l'eau, se débarrasser de l'alcool. Mais là, c'est une grosse molécule, même si la partie OH est polaire, tout le reste de la grosse molécule fait que l'ensemble va pas être soluble dans l'eau, quoi. C10H20, c'est pas soluble dans l'eau. Donc ça va pas partir avec de l'eau. Donc ce qu'on va devoir faire, après avoir fait un relargage, on va choisir un solvant dans lequel
choisir un solvant pour lequel la mantone, c'est-à-dire la cétone, est soluble et que l'alcool ne soit pas soluble. D'accord? Si on a ça, eh ben on peut réussir à séparer. Donc là, ce qui nous manquerait pour avoir une question complète, mais c'est parce que vous l'aurez sûrement l'année prochaine, des questions comme ça plus poussées avec vraiment des recherches, et les années d'après si vous continuez la chimie. Ce qu'on vous donnerait, ce serait un tableau avec toute une série de solvants, et on vous donnerait les comportements de ces deux molécules avec ces solvants, si c'est soluble ou pas. Et vous allez choisir un solvant pour lequel le menthol et la mantone n'ont pas le même comportement. Et comme ça, vous savez que là, ça permet de les séparer par solubilité dans l'un ou dans l'autre. C'est l'extraction par solvant. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Sinon, vous me posez des questions. À très bientôt.